ce qui est intéressant, c'est qu'avec les archétypes, il y a déjà savoir les reconnaître, les 4 directions. Donc il y a le magicien, le roi, le guerrier et l'amant. Le roi, en fait, c'est des tonalités énergétiques, c'est des dynamiques internes. Le roi, c'est plutôt l'axe de la souveraineté intérieure, et c'est celui qui amène la loi, qui structure les choses. Le guerrier, c'est plus celui qui va amener la dynamique, l'action, celui qui va agir et qui protège le territoire, qui protège l'intégrité de la structure. Le magicien, c'est plus celui qui est lié à la connaissance, au savoir, et qui a la connaissance ésotérique aussi, et qui est capable d'amener des rituels, des pratiques, ou un savoir particulier pointu, de la technologie par exemple, et qui est capable de naviguer entre les mondes. Un médecin, un ingénieur, voilà, quelqu'un qui est capable d'avoir un savoir pointu pour en faire quelque chose et pour élever. Et l'amant, c'est plus la dynamique de la... On pourrait dire que c'est une énergie plus yin dans le masculin, mais c'est plus l'énergie de la connexion ou du ressenti. Et c'est cette énergie qui nous unit à tout le reste. Et l'énergie de l'amant, il a quelque chose de... Lui, il dissout les frontières. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'après de voir qu'il y a les axes, le guerrier, il protège la frontière, et lui, c'est important de délimiter. Et l'amant, lui, il la dissout. Donc on voit que c'est 2 énergies qui sont dans une dynamique, mais qui ne peuvent pas être ensemble au même moment, c'est pas possible. Et tous ces axes-là, c'est des énergies internes différentes. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Et d'une certaine manière, il faut qu'elle soit reconnue et plus ou moins équilibrée. Donc après, il y a deux aspects, parce que quand on étudie l'enseignement, enfin, voilà, quand j'enseigne qu'est-ce que c'est vraiment l'énergie du roi, et qu'on va dans la précision, parce qu'après on étudie les ombres, parce qu'ils ont des ombres yin et des ombres yang, les gens peuvent imaginer, peuvent se reconnaître dans certaines parties, se dire « Ah ouais, moi je fonctionne plus comme ça, ah moi je fonctionne plus comme ça », donc déjà ça les éclaire. Et après, ils peuvent aussi imaginer là où ils croient en être. Et ce qui est intéressant dans la roue médecine que je propose, c'est qu'après, c'est pas où ils croient en être, c'est un état des lieux ici et maintenant. C'est de se dire on peut imaginer des choses, et puis quand on arrive sur la roue, les archétypes qui sont là, ils révèlent des dynamiques qui étaient cachées, des blocages qui étaient cachés, et ça révèle l'état de la personne. Donc la personne, à ce moment-là, elle a l'occasion de pouvoir transformer les parts qui étaient bloquées, qu'elle ne voyait pas en elle, et les réharmoniser ou les rééquilibrer. On peut tendre à se dire qu'on essaye de trouver quelque chose d'équilibré, mais vu qu'on est humain, il y a des fois où on ne l'est pas. Et alors après, ça rejoint les archétypes de l'enfant, et on voit que quand on se construit, à des moments, on n'est pas reconnu dans notre valeur. Donc à des moments, quand on n'est pas reconnu, on va créer des déséquilibres, enfin, il va se créer des déséquilibres, et qui fait qu'on va activer des parties sombres d'un archétype. L'énergie du magicien, c'est ça. C'est quelqu'un qui va dans un savoir particulier pour l'utiliser. Alors après, si c'est un magicien qui élève les gens, c'est pour l'utiliser pour le bien de tout le monde et pour élever tout le monde. Mais s'il n'a pas cette capacité, cette souveraineté intérieure, si son roi il n'est pas assez équilibré pour se dire « Ok, moi j'ai mon axe, j'utilise ma connaissance pour élever tout le monde », s'il sent un roi qui est tout faible, il va vouloir utiliser cette connaissance-là pour s'élever lui, pour se mettre au-dessus des autres. Et c'est là que ça commence à être l'ombre du magicien manipulateur. Il va aller utiliser pour... Ça peut être un magicien qui élève les autres s'il utilise son savoir pour maintenir les autres à un certain niveau pour qu'ils lui servent de marchepied. C'est ça l'ombre. Et après, il y a... Ça, c'est l'ombre yang, ça veut dire que c'est une ombre en excès d'identité, c'est-à-dire qu'il a un excès de magicien qui va le pousser à être moi. Et après, l'autre ombre, c'est une ombre qui est en vide. C'est qu'au lieu d'être dans le manipulateur visible, il va être dans le naïf. Mais le naïf, c'est un manipulateur invisible. C'est-à-dire que c'est le gars qui fait « Ah, je sais pas faire ça, tu veux pas le faire pour moi ?» Et donc, il va te manipuler par le vide. Mais à chaque fois, les ombres, elles ne sont pas positives ou négatives, c'est juste reconnaître de quelle manière je bascule. Mais on a tous ces ombres-là en nous. Le gars qui se dit non, mais moi j'ai pas l'ombre du magicien, j'ai pas l'ombre du guerrier, il se voile la face. Parce que d'aller juste pouvoir observer ces dynamiques bipolaires comme ça veut dire que quand on les voit, elles ont plus corps. Elles
elles ont moins d'emprise sur nous. Et tout le travail des archétypes, c'est d'aller voir de quelle manière je suis bancal. C'est pas d'aller me transformer pour que je sois blanc, lumineux. Non, c'est une utopie. C'est juste me dire, eh ben, il y a des moments, je me fais un trip de manipulateur. Et c'est OK. Et de le reconnaître, ça veut dire que ça permet de l'admettre et de voir que je fais ça, ça permet, vu que c'est vu en conscience, que ça empire pas et que le truc il grossisse, mais que j'en sois inconscient. Alors, en fait, on parle de féminin et de masculin sacré, mais parce qu'on a des corps sexués, donc on a des tonalités incarnées, mais on a les deux en nous. C'est-à-dire qu'on est féminin et masculin sacré, qu'on soit homme ou qu'on soit femme. Finalement, par rapport aux archétypes, pour moi, le roi et le guerrier, c'est vraiment des dynamiques masculines, et le magicien et l'amant, c'est des dynamiques féminines. Il faut dire yin et yang. Donc ça veut dire qu'on a déjà des parts féminines et masculines dans les archétypes masculins. Donc le roi, c'est vraiment l'axe, c'est le masculin. Il donne l'information. Et après, ce qui va se laisser diffuser, c'est comme t'envoies un caillou dans l'eau, l'acte et le caillou, c'est le masculin. Et après, les ronds dans l'eau et tout ce qui se passe et tout ce que ça matérialise, c'est le féminin. Donc c'est vraiment ces deux aspects. Après, on les a à l'intérieur de nous. Je peux décider de quelque chose et puis après me dire, je suis à l'écoute de ce qui se passe dans ma vie pour voir de quelle manière ça prend corps. Moi, ce que je propose, c'est alors déjà des petits ateliers ou des petites pratiques pour pouvoir aller ressentir l'énergie de certaines dynamiques. Qu'est-ce que ça fait de ressentir le roi à l'intérieur de soi ou de voir quelqu'un qui est dans l'énergie du roi, le ressenti intérieur. Donc c'est déjà aller pouvoir capter quand je suis dans l'énergie, on va dire lumineuse, l'énergie la plus noble de telle qualité. Et puis après, je sais que j'y arriverai jamais, mais c'est de tendre, me dire, si le but c'est d'incarner le roi et d'avoir cet axe et cette fierté, c'est le plus possible dans ma vie d'essayer de garder ça en moi et de voir à des moments quand je le perds, c'est de me dire oui, il faut y revenir. C'est comme, je ne peux que admettre que je vais perdre cette qualité, donc c'est de me dire au moins j'y retourne chaque fois que je sens que je la perds, j'y retourne. Et petit à petit, c'est comme un muscle. Et de tendre après, de se dire elle sera toujours là en moi, quoi. Et c'est comme si ces qualités étaient au service. Ça veut dire l'énergie du guerrier, c'est aussi celui qui est capable de trancher, de dire stop, de sentir ce que ça fait quand cette énergie elle monte. Moi, maintenant, je parle de la colère qui monte, mais pas la colère qui a tout envie de faire péter, la colère pour dire non, il faut que ça s'arrête, quoi. Et elle est incarnée. Le truc qui dit ça suffit et de se positionner en gardant son axe. C'est comme si là, d'un coup, c'est l'énergie du guerrier qui remonte, elle est en lien avec le roi où, ok, je peux poser un acte, mais en même temps, ça élève. Et pour ça, je parlais de sainte colère. C'est pas une colère destructive, c'est une colère qui structure, de se dire stop, quoi. Et ça, c'est l'énergie du guerrier, avec la droiture du roi. C'est des sensations après internes, quoi. On le retrouve, on le révèle. Parce qu'on l'a toujours, mais c'est comme si en ce moment, le masculin sacré, il était un peu endormi, il a besoin de se réveiller, quoi. De reprendre sa place noble, sans culpabiliser, parce que ce qu'on voit souvent, c'est que le masculin qui est très yang, il a peur de perdre son masculin s'il va dans le yin. C'est d'un coup, je serai plus... Alors qu'en fait, il n'y a pas à avoir peur, en fait. Un homme qui va à l'intérieur de lui, qui va explorer ses parts d'ombre, ses limites, voir ce qui est sous le tapis et tout, quand il la ressort, il est encore plus présent, quoi. C'est ça qui est intéressant. Ok, j'ai peur d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est là qu'est la clé, quoi. Parce que quand tu l'admets, que tu la vis, ta vulnérabilité, si là je te parle d'un sujet qui me touche et que je me mets à pleurer parce que vraiment je te montre que là je suis blessé, tu ne pourras plus jamais faire de mal. Parce que je la vis, ma blessure, je la montre au monde. Donc du moment que je la montre au monde, tu peux plus avoir l'ascendant en me disant, en venant me piquer, t'as vu, t'es blessé là et j'appuie sur le doigt. Ben non, parce que déjà je la montre à tout le monde, donc je suis encore plus fort de ça, parce qu'on peut plus rentrer dedans en fait. C'est là où c'est comme si notre vulnérabilité, elle devient quelque chose de plus force, en fait, plus de force. Elle m'amène encore plus de potentiel d'aller dedans, quoi. Et c'est là toute la peur du masculin. Souvent, ils ont l'impression que les hommes, s'ils montrent leur vulnérabilité, on va
Mais en fait, ils ont cette sensation parce qu'ils ne veulent pas aller la vivre. Du moment qu'ils vont la vivre, elle va pouvoir rayonner, quoi. Donc, pour toi, c'est culturel. L'homme doit être fort, un homme ne pleure pas. Oui, parce que les Indiens d'Amérique du Nord, les Lakota, qui étaient pourtant des guerriers, des hommes, hein, ça on ne peut pas le nier, ils apprenaient à leurs enfants en leur disant qu'un guerrier qui ne pleure pas, c'est un lâche. Donc un guerrier qui ne montre pas sa vulnérabilité, qui ne montre pas ses sentiments, c'est un lâche. Et ça, c'était les transmissions des guerriers de père au fils. Donc ça veut dire que c'est culturel, parce qu'il y a d'autres cultures, les Maoris ou les Indiens d'Amérique du Nord, c'est... Au contraire, on a croisé des Maoris il n'y a pas très longtemps, et ils nous parlaient du haka, où ils font le haka pour manifester l'émotion qu'ils ont. Se dire, je t'aime, t'es mon ami, alors je vais faire un haka pour t'honorer, pour te dire à quel point je t'aime avec tout mon corps. C'est là qu'on retrouve l'histoire du temple intérieur. C'est qu'ils ont cette culture guerrière d'être dans le corps, de se dire... ah ben, je t'aime, et je vais te faire un haka pour te montrer à quel point, oh, je t'aime. Et c'est pas un truc guerrier, c'est une expression d'amour, quoi, d'amour. Et moi, j'ai vu des hakas pour des mariages, où tu as toute l'assemblée qui fait un haka qui est là, et tu vois la mariée en robe de mariée et le marié qui sont tellement sous l'émotion qu'ils se mettent à faire le haka en face des autres, et c'était juste deux... Mais j'en ai la chair de poule, je vais pleurer encore. C'est juste deux vibrations d'amour qui s'expriment, au lieu de s'exprimer avec les mots. Nous, on est limité, on s'exprime avec des mots ou avec des petits poèmes. Eux, d'un coup, c'est comme si tout leur corps, il émanait de cette vibration et de cette émotion, et ils ont la discipline d'aller étudier le corps avant pour se dire... ils vont aller jusqu'au bout des doigts et au bout du corps pour exprimer quelque chose. Mais c'est magnifique, en fait. C'est la plus belle expression humaine incarnée qu'on puisse avoir. C'est... Au lieu de te dire « je t'aime » comme ça, en te regardant avec des mots, c'est « je t'aime » et il y a tout qui rayonne, quoi. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc c'est vraiment culturel. On a perdu ça. Par rapport à une Gayati, à construire son temple intérieur, oui, pour moi, c'est vraiment le terreau. Cette conscience du corps, je parlais d'ancrage, de verticalité, et au moins de conscience de son ouverture et de son environnement personnel, c'est vraiment la base, c'est le terreau. Ça veut dire qu'automatiquement, construire son temple, notre temple, c'est notre véhicule, donc c'est notre corps. On n'en a pas d'autre. Donc, si je suis bien construit intérieurement, je pourrais bien construire les choses autour de moi. Ça part de mon centre pour rayonner. Après, le travail sur le masculin sacré, pour moi, c'est encore une autre facette. Ça veut dire qu'on peut être dans le masculin sacré sans être en présence de cette manière-là dans le corps. Il y a l'ovule, c'est le féminin. Puis autour, il y a du masculin, tu sais, les petits spermatozoïdes, qui pensent que c'est des mecs alors qu'ils seront que dans le yang, tu vois, l'extérieur. Et en fait, c'est quand il y en a un qui rentre, qui ose aller se dissoudre dans le féminin, qu'il se passe quelque chose. Mais ça veut dire que lui, il sait qu'il va disparaître en tant que spermatozoïde. Il ne va pas disparaître, mais en allant dans l'inconnu, dans le féminin, il y a une sorte de mort, une mort symbolique. Et une fois qu'il ressort de là, une fois qu'il s'est passé quelque chose, ce qui va ressortir, c'est la vie qui va se structurer, et la cellule, elle va se dupliquer pour créer un être. Et par contre, ce qui va ressortir de l'ovule, c'est du masculin équilibré. Ça veut dire que c'est du masculin qui est capable d'être masculin et féminin, parce qu'il est allé en profondeur. Et après, si le masculin il est équilibré, s'il honore son féminin, eh ben on revient sa structure dans les 4 directions. Et c'est ce qui fait que on en revient à la géométrie sacrée, à la fleur de vie. Les cristaux, il y a un axe et ils sont structurés dans des directions particulières. Et plus il y a de la conscience, et plus la structure elle est complexe après, quoi.